Couture. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, deux avocats de la défense vont interroger le témoin, M. Komwon. Mais avant cela, je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties à l'audience. La greffière. Bonjour, Monsieur le Président. Les parties sont présentes, sauf Monsieur Ieng Sari, lequel se trouve dans la cellule de détention temporaire. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire, et ce pour toute la journée. Le document de renonciation a été remis au greffe de la chambre de première instance par le biais de l'avocat de l'accusé. La partie civile qui va comparaître par la suite est TCCP 28. Cette personne attend d'être convoquée par la Chambre. Elle se tient disponible. Le Président. Merci. La Chambre est saisie d'une demande déposée par Ieng Sari par le biais de son avocat. L'intéressé entend assister à l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée. Le docteur Kom Song-san a ausculté M. Ieng Sari. Il a indiqué que celui-ci était extrêmement fatigué lorsqu'il devait se déplacer et qu'il avait mal aux jambes et qu'il ne pouvait pas rester assis durant de longues périodes. Le médecin a recommandé que M. Ieng Sari soit autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Dans ce contexte, la Chambre fait droit à cette demande. D'après les indications du médecin, la Chambre en conclut que Ieng Sari est mentalement apte à suivre l'audience, même si son état de santé physique n'est pas très bon. M. Ieng Sari se trouvant dans la cellule temporaire, il peut communiquer avec sa défense. La Chambre permet donc à M. Ieng Sari de suivre l'audience depuis la cellule temporaire toute la journée. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire. À présent, la parole va être donnée à la défense de M. Noon Shea, qui pourra interroger ce témoin. Maître Sonaroun. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Komwon. Je m'appelle Sonaroun. Avec mon confrère, je représente M. Noon Shea. Vous avez déjà été interrogé par d'autres. Quant à moi, au nom de mon client, j'ai les questions suivantes à vous poser.
Vous avez été entendu par les co-juges d'instruction. Je vous renvoie au document E3/380. Vous avez indiqué que vous aviez adhéré à la Révolution en 1971. Les enquêteurs vous ont ensuite posé une autre question. Ils vous ont demandé pourquoi vous aviez adhéré à la Révolution. Vous avez précisé que votre père était un Khmer Issarak favorable à Norodom Sihanouk. Qu'entendez-vous par là lorsque vous dites que votre père était un Khmer Issarak favorable à Samdech Sihanouk? Pourriez-vous préciser? Réponse. La résistance anti-française à l'époque, et ici je m'appuie sur ce que j'ai appris lors des sessions d'études, ce mouvement de résistance donc ne comportait pas qu'un groupe, mais bien différents groupes, dont celui dirigé par le roi Sihanouk et par les Khmer Viet Minh. Toute ma famille était donc favorable au groupe de Samdech Sihanouk et non pas favorable au groupe des Khmer Viet Minh. Question. Deuxième question. Vous dites qu'en 1970, vous aviez 12 ans et qu'on vous a nommé chef d'un groupe de 10 maisons. Est-ce que c'était sous le gouvernement de Lon Nol que vous étiez placé ou bien étiez-vous sous l'autorité des Khmer Issarak? Réponse. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Mais laissez-moi dire que c'était sous le régime de Lon Nol. Après le coup d'État, tout le pays était dirigé par Lon Nol. Tout le monde, y compris les jeunes et les anciens fonctionnaires, étaient recrutés pour reprendre le travail. Moi, j'étais très jeune. On m'a aussi demandé de travailler car je savais lire et écrire. Je pouvais apporter une certaine assistance. Mon grand frère était un employé communal au service du roi, au service de Samdech. À l'époque, il fallait avoir 18 ans pour être recruté. Or, j'avais 12 ans, mais il s'avérait que je pouvais me montrer utile et je faisais partie d'une famille dont beaucoup de membres étaient des fonctionnaires, avaient été des fonctionnaires du régime précédent, raison pour laquelle on m'a demandé de travailler. Et il m'a semblé de ce fait qu'il y avait une sorte de contradiction de classe. Par la suite,
Dans les zones sous Lon Nol, il y avait des contradictions de classe. Les gens venus de Hanoï pensaient que ceux qui étaient contrôlés par Lon Nol ou par le groupe de Sihanouk se feraient emmener et exécuter. Donc peu importe qu'on soit jeune ou vieux, on était vu comme étant affilié à quelqu'un. Donc, si je ne m'étais pas mis à leur service, j'aurais été exécuté. Il y avait beaucoup de membres de ma famille qui ont été exécutés, y compris Hin et Son. La défense. Permettez-moi de vous interrompre. Et je passe à ma question suivante. Vous dites que vous étiez jeune et que vous étiez chef d'un groupe de 10 maisons. Étiez-vous chef ou chef adjoint de ce groupe de 10 maisons? Le président témoin, veuillez attendre avant de répondre, sinon votre réponse ne sera pas audible. Vous pouvez y aller maintenant. Le témoin. D'après ce que je savais, j'étais adjoint, assistant. J'étais utilisé en tant qu'adjoint au chef d'un groupe de 10 maisons. Je ne comprenais pas bien les questions administratives, mais à l'époque, on m'a laissé faire ce travail. Pour ce qui est de mon âge, c'était un peu déroutant, car quand le gouverneur du district a eu des problèmes, il m'a aussi demandé de l'aider. Dans le Cambodge d'aujourd'hui, ce ne serait pas légal de travailler si jeune. À l'époque, nous faisions partie d'un groupe d'enfants, un groupe de jeunes. Il y avait différents groupes, le groupe des paysans et autres. Comme je l'ai déjà indiqué, les membres de ma famille qui n'avaient pas l'âge de rejoindre la Révolution l'avaient pourtant fait avant moi. La défense. Merci. En 1971, lorsque les Vietnamiens du Nord sont approchés de Croce, de Ratanakiri et du Mondolkiri, Somdek Norodom Sihanouk a lancé un appel à la population pour qu'elle prenne le maquis. Le 2 février 1971, une personne du centre vous a chargé d'un certain travail car vous connaissiez un dénommé Vorng. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Le dénommé Vorng était un cadre du Vietnam du Nord. Quelle était plus précisément la nationalité de M. Vorng? En outre, était-ce une personne ordinaire? Était-ce un militaire ou un cadre venu du Vietnam, venu essayer de vous faire adhérer à la Révolution? Réponse. J'ai déjà parlé de la façon dont j'ai adhéré à la Révolution.
Après le coup d'État, en zone libérée, personne n'était autorisé à rester sans travail. Les enfants devaient travailler. Il y avait des chants qui étaient favorables à l'Onnol, et les gens n'étaient pas autorisés à chanter des chants favorables à Sihanouk. Il y avait des gens qui arrivaient dans le pays depuis l'extérieur, mais pour la plupart, il s'agissait de gens venus de Hanoï, du Vietnam du Nord. Je leur ai demandé combien de temps ils étaient restés à Hanoï. Certains m'ont dit y être restés plus de 10 ans. Ils y étaient partis en 1952 ou 1953, et c'était les Vietnamiens qui les y avaient emmenés. Ces gens, on les appelait les Khmer Viet Minh. Ils étaient allés au nord. Ils n'étaient pas allés dans les pays libres, dans les zones libres, ils sont allés dans la partie communiste du Vietnam. Quant au roi Norodom Sihanouk, il avait une très grande influence. Il a appelé les gens à unir leurs forces et donc nous n'avons pas eu le choix. Nous devions nous laisser convaincre par son appel. À l'époque, je n'avais pas le choix. Je n'avais qu'une option. Je n'avais que ma mère, j'étais le seul enfant de la famille. C'était un lien très fort. À mon âge, il me fallait aller à l'école. J'avais beaucoup d'amis. Je ne pouvais donc pas décider de prendre le maquis. Les cadres se sont bien occupés de moi. Parce que j'étais orphelin, j'étais quelqu'un de très résolu, de très déterminé, je pouvais faire figure d'exemple. Dans ma famille, il y avait beaucoup d'anciens fonctionnaires. Et compte tenu de cela, j'étais bien vu. Au niveau du district, le gouverneur du district de Son Duc m'a également convaincu de rejoindre le mouvement. Le camarade Vong venait du Vietnam du Nord, de Hanoï. C'était un Cambodgien et lui aussi, il m'a persuadé de me rallier au mouvement. En bref, à un moment ou à un autre, tout le monde s'est engagé dans le mouvement, tant les jeunes que les vieux. La défense. Désolé de vous interrompre ici, mais j'aimerais savoir si Vong était un Cambodgien ou un Vietnamien, mais vous avez déjà répondu. C'est pourquoi je vais passer à la question suivante. Vous dites que vous étiez à Krang Sleng, Tang Sia, Kampong Speu. Vous dites que c'était votre lieu de naissance. Ensuite, vous avez rejoint la Révolution et vous êtes allé jusqu'à Stong Trong. Pourquoi y êtes-vous allé? Était-ce à cause de M. Vong, le président? Monsieur le témoin, je vous rappelle une fois de plus qu'il convient d'attendre que le voyant rouge de votre microphone s'allume. Maintenant, vous pouvez y aller. Le témoin.
Il me semble que votre question est empreinte d'un certain soupçon. Laissez-moi préciser. À l'époque du régime des Issaraks, les gens devaient se déplacer, ils ne pouvaient jamais rester longtemps au même endroit. Dans le cadre de la lutte anti-française, ce n'était pas étrange. La famille devait changer de nom, de lieu de résidence. Les Français avaient leurs propres fonctionnaires, leurs propres soldats, qui eux aussi essayaient de dissimuler leur identité. Les deux groupes devaient donc trouver la manière de dissimuler leur identité du mieux qu'ils pouvaient. Mes grands-parents étaient originaires de Kampongspeu. Mais en grandissant, j'ai appris qu'il me fallait déménager. La Défense. Merci. Question suivante. Vous dites qu'à K25, les revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire étaient imprimées. À l'époque, le rédacteur en chef, M. Choi, s'occupait de diriger l'imprimerie. Savez-vous qui rédigeait ces deux revues? Réponse. Durant ces 5 ans, je me suis occupé de l'imprimerie, mais sous les Khmers rouges, pendant 3 ans, je me suis plutôt occupé de photos et non pas d'imprimerie. Donc, je ne sais pas grand-chose de l'imprimerie concernant cette période-là. Question. Vous dites donc que vous ignorez qui pouvait rédiger le contenu de ces revues, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Question. Vous dites que vous apportiez une aide pour l'impression des revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire. J'ai une autre question à vous poser. Avez-vous jamais lu les revues qui avaient été imprimées? Je suppose que vous n'avez pas lu tous les numéros, mais dans quelle mesure en avez-vous lu? Réponse. Ces revues étaient distribuées à certaines personnes. Et à certaines personnes seulement. Je n'ai pas lu beaucoup de numéros. Si je voulais en lire, je devais m'adresser à Choi pour obtenir un exemplaire. Et j'ai lu le numéro contenant les aveux de Koitoun, ainsi que le numéro portant sur la disparition de ma femme. Mais je n'ai pas lu grand-chose. Il y avait des choses que j'avais déjà apprises aux sessions d'études. On m'avait enseigné la rédaction d'articles. En général, je me rendais dans les bases, dans la campagne. Et à mon retour,
il y avait un débriefing au cours duquel nous pouvions faire état des informations obtenues sur le terrain, et ce, avant de rédiger des articles. D'une certaine manière, je devais régulièrement lire ces revues pour me tenir informé de la situation. Question. Vous dites avoir lu certains numéros de ces revues. Vous souvenez-vous de l'apparence matérielle de ces revues et du format du texte? Étaient-ce des revues manuscrites ou dactylographiées? Réponse. Je pense en avoir déjà parlé hier. J'ai dit que pendant la période de 5 ans, les textes étaient manuscrits, les articles étaient rédigés. Moi, par exemple, je m'occupais d'écrire pour Le Front, d'autres s'occupaient d'écrire pour la revue Jeunesse révolutionnaire. Cela faisait partie du travail du personnel de l'imprimerie, mais il y avait une répartition des tâches, de façon à ce que chacun puisse s'occuper efficacement d'une question donnée. La défense. En répondant à ma question concernant l'auteur ou les auteurs des magazines ou des revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire, donc vous avez dit ne pas savoir qui les écrivait et que vous ne vous occupiez uniquement de leur impression. À l'instant, vous venez de nous dire que vous deviez vous-même contribuer aux articles en rédigeant les textes. Ma question est donc à nouveau, est-ce que l'ensemble des articles et des textes que contenaient ces revues étaient écrits à la main ou à la machine? Réponse. Il y aura 2 parties à ma réponse. Lorsque j'ai parlé de rédaction, je parlais justement de la composition de la rédaction sur papier. Je n'ai pas dit que j'étais moi-même rédacteur. Je ne faisais que recopier le texte à des fins d'impression. Les auteurs des textes, comme je l'ai déjà indiqué, n'était rien d'autre que Madame Youniat pour les revues de la jeunesse. À Phnom Penh, je l'aidais également à rédiger quelques nouvelles, quelques articles de nouvelles brèves. La revue Jeunesse révolutionnaire était de la responsabilité unique du parti. Je pense l'avoir dit dans ma déposition d'hier. Question. Lorsque l'étendard révolutionnaire vous arrivez pour être imprimé, est-ce que les textes étaient manuscrits ou dactylographiés au moment où vous les receviez pour les imprimer? Réponse. L'original était manuscrit. Il n'y avait pas de version dactylographiée. Nous recopions ces articles à la main avec un stylo. Question.
Lorsque l'étendard révolutionnaire était envoyé à l'imprimerie, il était donc manuscrit et ensuite imprimé, mais sous format manuscrit. Le président. Maître, veuillez répéter votre question. Il y a une distinction ici entre le document manuscrit qui était ensuite recopié avec une écriture manuelle. Ensuite, il y a les exemplaires manuscrits qui étaient envoyés à l'imprimerie, et à l'imprimerie, ils étaient dactylographiés avant de les imprimer. Donc, veuillez faire cette distinction en posant votre question. Et ceci vaut autant pour la défense que pour le témoin. Il faut être précis et différencié dans vos réponses pour ne pas créer de confusion. La défense, souhaitez-vous que je répète ma question ou êtes-vous en mesure de répondre? Réponse. Je m'en tiens à ce que j'ai dit. J'ai deux réponses distinctes à donner. Les exemplaires, les originaux étaient écrits à la main. Ils n'étaient pas photocopiés. Malgré ce qu'a dit le président, nous n'avions pas de photocopieuse. Nous prenions l'original manuscrit avec ses annotations. Nous le recopions en utilisant l'offset, mais il n'y avait, c'est ce que nous aurions dû faire, mais nous n'avions pas d'électricité, donc nous étions obligés de le recopier à la main. Donc, s'il y avait des documents dactylographie, nous ne nous en servions pas. Tout était écrit à la main. Donc, les membres de notre équipe les recopiaient à la main. Une fois que de multiples exemplaires existaient, nous les relions sous format de livre. C'est ce que nous étions obligés de faire. Pour l'étendard révolutionnaire, c'était imprimé sur du papier à journaux. C'était un beau papier blanc. Si nous n'avions pas de papier format A4, à ce moment-là, nous utilisions des formats plus grands et nous les recopions à la main. L'équipement a été fourni par la Chine. L'équipement qui nous servait à recopier. Voilà comment l'imprimerie fonctionnait. C'était des aspects purement techniques, cela n'avait rien à voir avec la politique. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Le président. Afin de clarifier ce sujet, la défense est priée de préciser la période de temps concernée par votre question. Maître Sonaroun. Vous vous êtes rallié à la Révolution à l'âge de 12 ans, en 1971, n'est-ce pas? Réponse, oui. Question. À cette époque, au moment de la lutte révolutionnaire, vous étiez pro-cyanokiste.
À cette époque, le FUNC et le Front du Parti communiste du Kampuchea ont commencé à collaborer. Vous avez dit que à cette époque-là, c'était écrit et puis recopié. Réponse, oui, c'est exact. Question. En regardant les exemplaires ou les copies de l'étendard révolutionnaire que l'on vous a remis, de quoi s'agit-il? C'est une version, donc, c'est un numéro de l'étendard révolutionnaire qui est une version dactylographiée ou c'est une version manuscrite, copiée? Je me réfère aux numéros qui vous ont été transmis par l'accusation. Réponse. Ce sont des documents authentiques et dactylographiés. Ce ne sont pas des documents manuscrits. Ils étaient dactylographiés et imprimés à l'imprimerie de Sunhain. Question. Dans ce cas, après avoir reçu les originaux manuscrits, vous les envoyez donc à l'imprimerie afin d'être dactylographiés avant d'être imprimés. Je regrette, j'insiste sur cet aspect technique du processus d'impression. Pouvez-vous nous éclairer? Réponse. À cette époque, le document dactylographié était utilisé pour faire des moules. On moulait les lettres pour l'imprimer. C'était ça le processus à l'imprimerie. Mon frère travaillait à l'imprimerie. Pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est ce que j'ai observé personnellement également. Il y avait différents services pour les journaux qui étaient donc tapés à la machine. Ils montaient des blocs pour les différents titres. Une fois que le journal était préparé, ils le tapaient à la machine. Nous ne nous servions pas du tonsueux. À l'imprimerie, nous n'avions pas d'encre moderne ni d'équipement moderne. Il fallait tout faire à la main. Ce document que j'ai sous les yeux maintenant est un document dont la couverture a été imprimée ailleurs. La défense. C'était une réponse très technique, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, pour avancer, lorsque vous lisiez certaines de ces revues, ces revues que vous lisiez étaient-ils manuscrits ou dactylographiés comme ce que vous avez ici sous les yeux? Réponse, pour préciser. En 1975, je travaillais à l'imprimerie et dans le service de photographie. Je fournissais donc des photos et je préparais l'offset également.
Les dirigeants aimaient bien mon écriture, qu'ils trouvaient agréable, et donc ils souhaitaient que j'écrive les titres des articles. Mon écriture n'était pas comme la dactylographie, mais c'était une écriture lisible et je ne lisais pas beaucoup les revues, j'avais du travail à faire et je n'étais pas plus responsable de l'impression de ces revues. Question. Voici donc ma question. Lisiez-vous à l'époque les revues manuscrites ou dactylographie? Donc, quand je dis dactylographie, j'entends le genre de version que vous avez sous les yeux. Était-ce ce genre de document ou était-ce une revue sous forme manuscrit? Réponse. J'ai bien lu ces exemplaires imprimés à l'imprimerie. Je ne m'occupais pas tant des revues. En fait, moi, je travaillais sur le journal. Il y avait une répartition des tâches assez claire entre les revues et les journaux. Question. Ce n'est toujours pas clair pour moi. Tout à l'heure, vous avez dit que l'étendard révolutionnaire était rédigé par une équipe de rédacteurs. Et que cet étendard était recopié par une équipe. Vous avez dû forcément voir les originaux. S'ils étaient rédigés par une équipe de rédaction, vous avez forcément lu l'original manuscrit. Le président. Maître. Cette question prête à confusion. Vous devez définir la période temporelle et dire s'il s'agit d'avant 1975 ou d'après ou après 1975. Il faut préciser votre question. Il y avait une évolution technologique pendant cette période. Donc vous devez préciser la période dont vous parlez. Veuillez mettre clairement délimiter les périodes temporelles dans vos questions pour en faciliter la compréhension. Nous avons entendu le témoin déposer sur ces sujets depuis 2 jours. À partir du moment où il travaillait le long du tributaire du fleuve. Du fleuve Chinit. Donc, veuillez préciser les périodes et ne pas les mélanger. Cela crée trop de confusion. Veuillez faire cette distinction dans votre question et veuillez également préciser l'emplacement de l'imprimerie ou du bureau où travaillait le témoin. Je note que l'avocat de la défense de Khieu Samphan s'est levé. Allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à mesdames et messieurs de la Chambre et à l'ensemble des partis. Je viens rituellement poser le problème de la traduction. Là, ces dernières minutes ont été particulièrement difficiles, en tout cas en français. Je rappelle l'importance quand nous avons des personnes khmérophones, l'importance de marquer une pause. Et là, aujourd'hui, entre Monsieur le Président, Monsieur le témoin et mon confrère, vraiment, ça a été extrêmement difficile. Donc, je rappelle encore une fois l'importance pour nous d'avoir cette pause pour que la traduction en français qui intervient en dernier puisse être terminée. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Le président. Merci. Monsieur le procureur, le coprocureur international, j'interviens également sur un problème de traduction. J'ai noté qu'il était dit que le document dactylographié était utilisé par ce que l'interprète a traduit en français par les moules, en anglais, the letter moles. Je ne sais pas ce qu'on entend par letter moles, dit le procureur. Le président, en Khmer, je n'ai pas compris non plus. C'était un aspect technique du processus d'impression. Cela s'est passé à l'imprimerie. Je n'ai pas très bien compris comment cela fonctionnait. Je ne pense pas qu'on s'attend à ce que des juges organisent une visite d'imprimerie pour comprendre les techniques d'impression. Cela nous suffirait de comprendre comment fonctionnait l'imprimerie à l'époque, à cette époque-là et plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le document était manuscrit ou dactylographié. Ah, on veut savoir si les documents manuscrits étaient recopiés en utilisant des modèles, des stencils ou pas. Nous savons qu'il y a eu une évolution technique dans les méthodes d'impression au début des années 70 et ce jusqu'au milieu de 75 et jusqu'en 79. C'est pour cela que nous tenons à ce qu'il y ait une distinction claire entre les techniques utilisées avant 75 et après 75. Parce que les aspects techniques d'impression étaient légèrement différents vers la fin des années 70 que par rapport à la première moitié des années 70. La défense veuillez poursuivre. Maître Sonaroun. C'est un élément à décharge. Le président interrompt. Oui, nous comprenons bien, maître, nous comprenons que vous représentez les intérêts de votre client et que vous essayez de faire ressortir des éléments à décharge pour aider votre client. Mais tout ce que je suis en train de préciser, c'est que vous devez clarifier le temps, le cadre temporel de votre question, c'est-à-dire l'impression avant 1975 et après 1975. Maître Sonaroun. Merci, Monsieur le Président. Je poursuis. Vous avez dit à la Chambre que cet étendard révolutionnaire était bien un document authentique datant de l'époque du Kampuchea démocratique. Quand avez-vous vu cette revue sous son format manuscrit et quand l'avez-vous vu sous son format dactylographié comme celui que vous avez sous les yeux? Réponse. Les numéros manuscrits de l'étendard révolutionnaire étaient produits avant 1975 pendant les 5 années de guerre. Après 1975, les revues étaient dactylographiées et imprimées en offset. Le format et le style des revues sont différents à partir de 1975 jusqu'en 1979 par rapport au format au début des années 70. Question.
Je ne voulais pas insister sur les aspects techniques. Je voulais juste savoir si vous avez personnellement vu les versions manuscrites ou les versions dactylographiées de l'étendard révolutionnaire. Avez-vous remarqué des différences entre les numéros manuscrits et les numéros dactylographiés, et en particulier celui que l'accusation vous a donné? Réponse. Ce document, d'après ce que j'ai compris, a été imprimé en 1975. Les parties manuscrites étaient essentiellement les titres et la couverture. Plus tard, toutes les revues et tous les journaux étaient dactylographiés. La défense. Merci. En regardant l'exemplaire que vous avez devant vous, est-ce que vous avez vu cette revue, ces revues dans la première moitié des années 70? Si l'on compare les deux périodes, 70-75 et 75 à 79, avez-vous remarqué des différences de format entre ces deux périodes pour ce qu'il y a de cette revue? Réponse. Cette revue, bien, c'est une copie, mais c'est bien une revue authentique publiée en 1975. Je constate qu'ils ont employé une technologie d'impression plus moderne. On voit bien que c'est une revue dactylographiée. Pour ce qui est de la couverture, elle a été imprimée en offset. Question. Dans ce cas, les revues que vous avez vues pendant les 5 années précédant 1975 étaient bien différentes de celles que vous avez vues imprimées à partir de 1975. Est-ce exact? Réponse. Le format est plus ou moins le même. Si je regarde cet exemplaire qui est en noir et blanc, lorsque on imprimait avec des stenciles, la couverture était imprimée en rouge et celui-ci était imprimé en 1975. Le format d'impression était le même, à l'exception des techniques d'impression, mais le format lui-même ne changeait pas. Mais en 1977, il convient de noter qu'il n'y avait plus les 5 étendards rouges, il n'y avait plus qu'un seul étendard. Ça a changé en 1977. En 1976, il y avait encore les 5 étendards, mais en 1977, on n'avait qu'un seul étendard sur la couverture. Question. Je vous remercie et je vais passer à une autre question. Dans le même document E3 par 370, dans votre réponse concernant la structure du gouvernement et de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea démocratique, vous avez dit que Nuon Chea était le président de l'Assemblée des représentants du peuple.
que Che Sim était le vice-président? C'est une question qui vous a été posée par l'accusation et j'aimerais approfondir cette partie de votre réponse. Vous dites qu'après Chu Sim, il y avait Mat Lee qui était le deuxième vice-président sous Nunchia. Le procureur vous a déjà posé cette question, mais j'aimerais plus de détails. Vous avez mentionné Che Sim comme vice-président et rajouté que M. Mat Lee était également vice-président. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Réponse. Je parlais de cette période. Je maintiens ce que j'ai dit et qui est basé sur l'analyse que j'ai faite à cette époque. Mes collègues partageaient le même point de vue. Peut-être avions-nous tort, mais c'était l'impression que nous avions à cette époque. Mais je ne savais rien de la structure du gouvernement ni du parti. Je n'en avais pas connaissance. J'étais occupée. J'étais trop occupée à travailler sur le terrain pour l'analyser en détail. Je me trompais peut-être, mais tout le monde autour de moi, je pense, était du même avis et je pense que j'avais raison. Lorsque on m'a posé la question ici au prétoire, on faisait référence à cette période et je maintiens ma déclaration. Je n'étais pas au courant de la structure exacte de l'organisation ni des fonctions de ces personnes, mais je m'en tiens à mes propos ultérieurs ici au prétoire. Question? En réponse à une autre question posée par le bureau des co-juges d'instruction, vous avez fait la réponse suivante. Vous avez dit que le comité central était composé de M. Pol Pot, secrétaire du parti, tandis que M. Nunchia était secrétaire adjoint du parti. Vous avez aussi cité d'autres personnes, mais vous n'avez pas cité d'autres membres, vous avez seulement mentionné 2 personnes. Voilà ce que vous avez répondu. Concernant le comité central, lorsque vous avez été interrogé par le bureau des co-juges d'instruction. Ma question est la suivante. À votre connaissance, combien de personnes siégeaient au comité central? Si vous ne le savez pas, il vous suffira de le dire. Réponse. Je ne sais rien du tout à ce sujet, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait homme numéro 1 et homme numéro 2 au comité central. Question sur la même page, au document E3/380, vous dites que vous avez été cadre Khmer Rouge, vous dites que Nunchia, Khieu Samphan et Pol Pot vous connaissez, vous dites
que vous n'avez jamais connu Ieng Sary ni Ieng Thiriet. Pol Pot, Khieu Samphan et Nuon Chea, les connaissiez-vous bien? Réponse. Je n'étais pas un cadre du parti, je faisais partie de la Ligue de la jeunesse. J'étais donc un cadre extérieur au parti, comme on disait. Je faisais partie du front. La Ligue de la jeunesse avait 3 comités. Les responsables de la Ligue de la jeunesse étaient appelés des cadres, mais pas des cadres du parti. En conclusion, pour ce qui est des cadres, il y avait des cadres extérieurs et des cadres intérieurs du parti. Les intellectuels et les personnes piliers étaient considérés comme des cadres, mais pas comme des cadres du parti. Ces gens étaient à l'extérieur des rangs des cadres du parti. J'étais un cadre, mais je n'appartenais pas au parti. Quand Bong Choi était absent, c'est moi qui prenais la tête du journal. J'étais vu comme un cadre par la ministre, mais techniquement parlant, je n'étais pas un cadre de l'intérieur du parti, mais bien un cadre de l'extérieur du parti. Question. Monsieur le témoin, vous dites que vous connaissiez bien ces 3 dirigeants. C'est ce que vous avez dit hier. Ça veut dire quoi, bien connaître quelqu'un? Connaissiez-vous bien Pol Pot, par exemple? Et si oui, êtes-vous en mesure de le décrire, de décrire sa personnalité? Était-ce quelqu'un de cruel, de barbare? Était-ce un nationaliste qui, au contraire, aimait son pays? Était-ce quelqu'un capable de réfléchir avant de mettre en œuvre une décision? Le président interrompt. La parole est à la partie civile. Témoin, veuillez attendre. La partie civile. Monsieur le Président, l'avocat cambodgien de Nuon Chea a demandé au témoin de donner son avis sur la personnalité de quelqu'un. La défense. Laissez-moi réagir. Cette question a été posée à de nombreuses reprises sans soulever d'objection. Or, je viens de poser cette question et elle a été contestée. J'insiste. Il convient de répondre à ma question. Et j'aurai aussi des questions dans le prolongement de la première. Le président. Monsieur le témoin, vous devez répondre à la question posée. L'objection de la partie civile est rejetée. Le témoin. J'étais en contact avec eux au quotidien et je peux confirmer que je les connaissais très bien. J'ai déjà parlé de la personnalité de M. Khieu Samphan.
J'ai dit qu'il était capable de faire passer un message de façon convaincante. J'ai parlé de sa popularité parmi les masses. Le président intervient. Monsieur le témoin, cette question portait sur Pol Pot. Elle pourrait être en rapport avec Nuon Chea, mais elle ne concerne plus Khieu Samphan. Veuillez vous reprendre et répondre à la question posée de façon précise et directe. Évitez de faire d'autres observations sans pertinence, car ceci suscite une perte de temps. Si vous faites des observations dénuées de pertinence, elles n'apporteront pas grand-chose. Nous procédons à présent à l'interrogatoire d'un témoin. Il n'est pas difficile de répondre directement à la question. Celle-ci portait sur Pol Pot. Si vous le connaissiez et que vous connaissiez sa personnalité, dites-le. Dans le cas contraire, inutile de parler d'autres gens et de leur personnalité, car vous n'êtes pas un expert en la matière. Ceci est un nouveau rappel. Réponse. Je maintiens ma position. Je connaissais très bien M. Pol Pot. Laissez-moi vous expliquer. Au cours des sessions d'éducation, en 1976, il est venu nous former. Il nous a donné des encouragements. Il nous demandait de bien agir. Mais je n'ai jamais su qu'il avait fait autre chose susceptible de changer l'image que j'avais de lui. Il nous donnait pour instruction de bien agir. Il nous rappelait les 12 principes moraux. Et donc, je le voyais comme quelqu'un de bien. Ça concerne la période de 5 ans. Mais ultérieurement, j'ai constaté qu'il avait pu commettre certaines erreurs. En effet, il faisait largement confiance à ce qu'on lui rapportait. La défense. Merci, Monsieur Won. Quid de Nuon Chea? Vous prétendez l'avoir bien connu. Pouvez-vous nous parler de son caractère? Réponse. Monsieur Nuon Chea était quelqu'un d'amical et de simple. Il nous faisait également des recommandations. Il nous disait de bien agir. Comme les autres, c'était quelqu'un d'ordinaire. Il nous disait juste de bien faire son travail et de mener une bonne vie.
La Défense. Merci. Vous étiez un cadre de niveau moyen avant l'avènement du régime du PCK. Et pendant le régime du PCK, votre participation a été importante. Pouvez-vous nous parler de la structure du PCK? Y avait-il différents organes? Par exemple, un organe exécutif, le gouvernement, un organe législatif, une assemblée, et d'autres organes. De tels organes existaient-ils durant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Concernant le parti, Ompol était numéro 1, Nunchea était numéro 2, pour le reste je ne sais pas. Concernant le gouvernement, Ompol était numéro 1. Et comme vice-premier ministre, il y avait M. Ieng Sary, chargé des affaires étrangères, Son Sen, chargé de la défense nationale, et d'autres vice-premiers ministres également, dont j'ai oublié le nom. Question. Qu'en est-il de l'organe législatif? Je parle ici de l'Assemblée des représentants du peuple. Savez-vous qui en était à la tête? Réponse. J'en ai déjà parlé, et je maintiens ce que j'ai dit. À l'époque, moi-même et tous ceux que je connaissais et qui avaient occupé certaines fonctions, nous pensions de la même manière. Je connaissais Omchea Sim, Nunchea et Matli. Pour les autres, je n'en sais rien. Nous étions à la section des journaux et nous n'accordions que peu d'attention aux membres de l'Assemblée ou d'autres instances. Certains d'entre nous ignoraient même quels étaient les chefs de telle ou telle section. À l'époque, les informations étaient parcellaires. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des journaux qui sont lus par un large public. Question. Vous avez dit que M. Chea Sim était à la tête de l'Assemblée des représentants du peuple. Savez-vous si M. Chea Sim occupait d'autres postes? Le président. Maître, pourriez-vous reformuler la question? Peut-être vous êtes-vous trompé. La défense. Je répète. Vous dites que vous savez que Nunchea était à la tête de l'Assemblée des représentants du peuple, mais à part cette fonction, exerçait-il d'autres fonctions? Réponse. J'ai déjà dit qu'en l'absence de Madame Yoniat, M. Nunchea
était affecté à la section de la propagande concernant les programmes de formation. Il était là pour diffuser des informations sur l'agriculture. Il tirait des informations d'un épais volume rédigé par des experts chinois. Il donnait aussi des instructions au personnel du département de l'édition au sein de la section de la propagande. La défense. Merci. J'en viens à ma dernière question. Vous étiez un cadre de rang moyen durant la période des Khmers rouges, à l'époque du PCK. Avez-vous jamais vu des documents faisant apparaître la structure organisationnelle du PCK? Réponse. Je crois avoir déjà dit qu'au sein de mon groupe, nous ne faisions pas beaucoup attention à la structure du parti ou du gouvernement. Nous étions occupés à accompagner des délégations, à prendre des photos. Je n'ai jamais assisté à des réunions de l'Assemblée ou du gouvernement. Je me concentrais sur la rédaction d'articles, sur l'agriculture, la construction de canaux. Nos journaux visaient à diffuser des informations sur ces questions-là de manière limitée. Dans le Cambodge d'aujourd'hui, dans les journaux, on parle des accidents de voiture, mais à l'époque, nous devions faire paraître des informations sur l'agriculture, la construction de canaux. Les gens avaient l'impression que Nuon Chea représentait l'Assemblée des représentants du peuple, tandis que Chiu Sim était son adjoint, et Matli également à ce poste. À l'époque, nous avons lu ça dans des documents. C'est ce que nous pensions à l'époque. Ce n'est pas une information que nous avons obtenue plus tard. Le président, pourriez-vous répondre plus précisément? Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Veuillez vous abstenir de faire d'autres observations. Si vous faites des observations sans rapport avec la question posée, nous ne pourrons guère avancer. Si vous estimez que la question n'est pas assez claire, vous pouvez demander à l'avocat de la répéter. Après quoi, vous pouvez répondre de façon concise. La défense. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le témoin. À présent, j'aimerais laisser la parole à mon confrère. Le Président. Merci, Maître, mais le moment est venu déjà de suspendre les travaux. Les débats reprendront dans 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance aux témoins. Pendant la pause, les travaux reprendront à 11h moins 20.